Donc, donc, pour cette séance, on va faire la série 5. La série 5, c'est sur les vibrations du réseau cristallin. Et on va faire aussi deux exercices, si on a le temps, pour les propriétés thermiques. Donc, on va commencer par l'exo 2. L'exo 1, c'est à une dimension. Vous pouvez le faire facilement. À deux dimensions, ça veut dire qu'on a une chaîne atomique. Elle est composée par deux atomes de masse M1 et M2, deux masses différentes. Une occupe les sites pairs et l'autre les sites impairs. Donc, comme le montre la figure ici, on considère que les premiers proches voisins. Donc, on ne va pas prendre le second et le troisième. Donc, on va prendre que le premier proche voisin par rapport à la cible qu'on va prendre. Cette interaction, elle est décrite par un ressort de constante C. On sait très bien qu'entre chaque deux atomes, il y a des interactions. L'interaction qu'il y a entre deux atomes successifs, on va la décrire ou bien on va la ressembler au mouvement d'un ressort parce qu'il y a des vibrations. Si vous prenez un ressort et vous le lâchez, vous allez voir que le ressort vibre. C'est la même chose ici, on considère une chaîne atomique où les interactions entre deux atomes proches, ça ressemble aux interactions euh, dans le cas d'un ressort de constante de raideur qu'on va appeler pour le moment C. On a UN et V1, c'est les déplacements pour M1 et M2. Donc si j'ai, et bien sûr le déplacement, il est selon l'axe de masse M1 et M2 respectivement, et à distance entre les deux, et à la distance entre deux masses successives. On vous demande en premier lieu d'écrire l'équation de mouvement. Donc je répète, UN et V1, ce sont des déplacements. UN, c'est le déplacement pour M1 et V1, c'est un déplacement pour M2. D'accord? Donc on vous demande de retrouver les équations du mouvement, d'abord les écrire, puis retrouver les relations de dispersion. On vous a donné une solution pour l'équation du mouvement. Donc on va commencer d'abord par l'équation du mouvement. Donc voilà la chaîne atomique. On utilise la relation fondamentale de la dynamique. On sait très bien que la relation fondamentale de la dynamique, c'est la masse fois la variation seconde du déplacement par rapport au temps. Étant donné qu'on a deux masses, donc on a la première expression pour M1 et la deuxième pour M2. Donc, on a une force de rappel. On sait très bien que le module de la force de rappel, c'est la constante de raideur fois la variation du déplacement. Donc, c'est le déplacement final moins le déplacement initial. Donc, si je prends la force F1, celle correspondant à M1, donc M1, ça veut dire U de 1. Si je prends cet atome-là comme étant l'origine, on voit bien que les proches voisins, c'est l'atome à la position Vn et l'atome à la position Vn-1. Un en avant et un en arrière. Donc, la force interagissant entre deux atomes, on avait dit qu'elle ressemble à la force de rappel d'un ressort. C'est une constante qui est la même pour tous les atomes, pour cet exercice-là, fois la variation du déplacement. Donc, si je prends UN et V1, ça va être quoi? Ça va être Vn moins UN, final moins initial. Et pour celui qui est en arrière, c'est Vn moins 1 moins UN. Donc, voilà la force agissant sur l'atome à la position UN. La même chose, si je prends l'atome à la position V1, qu'est-ce que j'ai? J'ai UN plus 1 et UN. Donc, j'écris, donc d'abord celle-là, bien sûr, je vais prendre le UN qui est en facteur de 2. Pour F2, donc qu'est-ce que j'ai? UN moins VN et UN plus 1 moins V1. Toujours la position finale ou la position initiale. Celle-là, elle me permettra d'écrire UN plus 2, puisque le V1 se répète dans les deux termes, ça sera moins de V1. Donc au début, voilà ce qu'on peut écrire. Maintenant, donc ça c'est pour les deux équations, donc juste en remplaçant. Maintenant, on va voir c'est quoi le UN, c'est quoi le V1. Si je prends le UN, si je dérive l'équation, donc voilà l'expression, la solution pour UN, donc si je dérive, c'est moins I oméga pour la première dérivée, U0 exponentielle de moins I oméga t moins Kn. La deuxième dérivée me permet de dériver celle-là, donc j'obtiendrai toujours I oméga. I oméga, c'est moins oméga carré avec le signe moins qui est au départ. Donc ça, c'est pour la dérivée seconde de U1 par rapport au temps. Donc j'écris ceci. Donc U0 exponentielle de moins oméga de t moins Kn, c'est l'expression de U1. Et je vais faire la même chose pour V1. Ça veut dire dériver V1 en premier lieu, la dérivée en deuxième. Donc voilà ce que j'obtiens pour le premier terme des deux expressions. Maintenant, si je prends UN plus 1,
UN plus 1, ça veut dire je vais incrémenter le n de plus 1. Donc, c'est la même expression, je remplace juste le n avec le n plus 1. Donc, voilà ce que j'ai. Donc là, je vais la développer. Si je la développe, j'obtiens U0 exponentielle de moins U oméga de t moins Kn A plus I Ka. Et bien sûr, j'enlève les exponentielles et j'obtiens ce terme-là. Donc ce terme-là, il est en plus par rapport à l'expression de Un. Donc là, je peux écrire Un plus 1 comme étant Un exponentielle de moins IK1. Même chose, si je prends le Vn moins 1, je vais écrire ou la remplacer le n avec n moins 1. Et la même chose, je développe. Qu'est-ce que j'obtiens? V0 exponentielle de moins i oméga kna. Donc ça, c'est le terme de Vn. Et ça, c'est le terme en plus. Et là, je peux écrire Vn moins 1 égale à ceci. Ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer d'écrire toutes les expressions en fonction d'un paramètre que je connais. D'accord? Et même chose, si je prends le Vn, regardez le Vn, ça s'écrit en fonction de Un. D'accord? Donc, ça, c'est quoi? C'est Vn. Plutôt, ça, c'est plutôt cette partie-là. Regardez, cette partie-là, je l'obtiens ici. Si je multiplie par U0 et je divise par U0, je vais trouver le V0 sur U0 en facteur. Donc, ça, c'est une partie de U1. Je multiplie par U0, je divise par V0. J'obtiens V0 sur I0 exponentielle de V1. Donc, voilà le rapport entre les deux. D'accord? Donc, UN sur I0, si je prends ça, c'est celui-là. Donc, ce rapport-là, je vais l'injecter ici. Qu'est-ce que j'obtiens? V0 sur U0 égale à UN exponentielle de moins IKA sur 2. Est-ce que vous saisissez ceci? Je répète, je vais développer le Vn, je veux l'écrire en fonction de Un. Premièrement, je vais essayer de détacher le exponentiel de moins IKA sur 2. Ce terme-là, ce n'est que le rapport entre Un et U0. Donc, si je regarde ici, donc si je remplace Un sur U0 par ce terme-là, donc j'obtiens V0 sur U0, Un exponentielle de moins IK1 sur 2. D'accord? Donc ça, c'est les rapports ou les relations entre les Vn et les Un. D'accord? Donc maintenant, on continue. Donc si je remplace tout ceci dans ces deux-là, vous allez obtenir ces équations-là. Les deux premières équations qui sont en fonction de Vn seulement. Ou bien vous voulez les écrire en fonction de Un seulement, il n'y a pas de problème. Donc, j'élimine le Vn et voilà ce que j'obtiens. Donc, il n'y a pas de V1, il y a juste les exponentielles et les constantes V0, U0. Donc, donc je multiplie cette expression-là qui est ici fois exponentielle de moins IKA sur 2. D'accord? Pour écrire les deux expressions de la même manière. Je ne veux pas que ce 1,5 apparaisse ici. Donc, ce que je vais faire, je vais l'enlever. Je veux tout simplement que l'exponentielle apparaît devant le oméga carré. Écrire les deux expressions de la même manière. Donc, si je multiplie, je vais éliminer celui-là, puisque ça va être exponentielle plus, plutôt 1,5, ça va être 1. Donc, j'obtiens ces expressions-là. Donc, je répète. Là, c'est une manière d'écrire les équations, tout simplement. J'obtiens les deux premières, c'est pas un problème. J'élimine le V1 des deux termes, c'est pas un problème. Après, je vais juste essayer d'écrire les deux expressions de la même manière. Je vais enlever celui-là et le remplacer pour que ça soit écrit de la même manière, tout simplement. Ça, c'est une méthode d'écrire les deux expressions. Donc, je prends le U0 en facteur, je prends le V0 en facteur et j'obtiens ceci. D'accord? Ok. Je pense que ça sera plus, hein, pour éliminer celui-là. Donc, je multiplie par plus IKA sur 2. Après, je vais résoudre ces deux équations-là. Cette équation-là, elle a une solution dans le cas seulement si le déterminant est égal à 0. Quand on dit une solution triviale, ça veut dire une solution qui a un sens physique. Donc, la solution de ces deux équations-là, elle a une solution physique seulement dans le cas où le déterminant est égal à 0.
Donc, si je prends le déterminant égal à 0, donc voilà ce que j'ai. Ça fois ça, moins celui-là fois celui-là. Donc, voilà le terme que j'ai ici. Maintenant, donc je répète. Donc, les deux équations, ils ont une solution dans le cas seulement où le déterminant est égal à 0. Un déterminant ou une solution triviale veut dire tout simplement une solution physique. Donc, je résous ce déterminant-là. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens cette première équation-là. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ce terme-là, exponentielle de IKA sur 2 plus exponentielle de moins IKA sur 2, ça veut, donc si je le développe, il est au carré, donc ça sera le premier au carré, plus le deuxième au carré, plus 2 fois le premier fois le second. Donc, voilà ce que j'ai. Maintenant, j'utilise les relations trigonométriques. Je sais que exponentielle de IKA plus exponentielle de moins IKA, c'est 2 fois le cosinus de KA. En plus, donc si je remplace, ça veut dire que ce terme-là, je vais le remplacer par celui-là. Après, voilà l'expression. Voilà ce que j'obtiens en premier lieu. Ça, si je prends ce terme-là, en plus, pardon. Bon. Maintenant, si je prends celui-là, je le développe aussi. Voilà ce que j'obtiens. 2C fois 2C, c'est 4C au carré. M1 oméga carré, M2 oméga carré, c'est celui-là, ainsi de suite. Maintenant, je vais prendre la sommation de ces deux. Ça plus ça. D'accord? Donc, voilà ce que j'obtiens comme équation. Donc, je suis passé de celle-là à une autre encore plus simple qui est du 4e degré. Bien sûr, je ne vais pas résoudre l'équation du 4e degré, je vais résoudre celle du 2e degré. Donc, je vais prendre mon paramètre, ma variable, oméga carré. D'accord? Donc, le oméga 4, je ne peux pas l'obtenir, je vais obtenir le oméga carré. Donc, je résous cette équation-là. Donc, d'abord, je remplace 1 moins cosinus K1 par sinus carré de K1 sur 2. Donc, ça, toujours, c'est des relations trigonométriques. D'accord? Je vais prendre une simplification, ce qu'on appelle la masse effective. La masse effective, l'inverse de la masse effective, c'est 1 sur M1 plus 1 sur M2. D'accord? Donc, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens une équation simple. Donc là, je suis en train de simplifier l'équation pour que je puisse la résoudre comme il le faut. Donc, je calcule là, je vais résoudre ceci. J'ai un delta. Donc, le delta, tout le monde sait résoudre une équation du 2e degré. Donc, voilà mon delta. Et j'obtiens deux solutions. Donc, la première, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. La deuxième, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, c'est pour ça que là, c'est plus ou moins. Le plus, c'est pour la solution positive et le moins pour la solution moins négative. Ça veut dire moins b moins racine de delta sur 2a. D'accord? Donc, voilà les deux solutions qu'on a. Donc, ça, c'est une solution mathématique. Après, la deuxième question, on vous dit, quelle est la vitesse de groupe des phonons au voisinage du centre de zone? Quand on dit au voisinage du centre de zone, ça veut dire lorsque K tend vers 0. Si K tend vers 0, donc le sinus, c'est presque, le sinus d'un angle θ, c'est presque l'angle lui-même. Donc, sinus de Ka sur 2, c'est presque Ka sur 2, puisque c'est au carré, donc ça va être au carré. Donc l'équation, cette équation-là, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient comme ceci. Je remplace le sinus carré de Ka sur 2 par Ka sur 2. D'accord? Donc, oméga plus, donc voilà pour oméga plus, donc ça veut dire c'est 1 plus ce terme-là. Étant donné que K tend vers 0, ça veut dire le n demi, donc d'abord ce n demi-là, je vais le mettre ici. Et ça devient plus. Bien sûr, ça, c'est un développement en série. D'accord? Si je développe 1 plus x au carré plus en 5 demi, le développement vous donne cette équation-là. Le développement dit que ce n demi devient ici et le moins devient 1 plus. D'accord? La même chose pour celui-là. Donc ça, c'est des simplifications qu'on est en train de faire. La vitesse de groupe, c'est la dérivée, c'est la variation de oméga de la fonction de dispersion par rapport à la longueur d'onde K. Donc, j'obtiens ceci. Donc, voilà la distribution. Voilà ce qu'on a fait en série. C'est pourquoi qu'on a pris le n demi ici. 1 plus x puissance alpha
c'est 1 plus alpha x plus les termes qui sont en plus. Puisque là, j'ai x, c'est un moins, puisque j'ai un moins ici. Le alpha, c'est le 1 demi. Donc là, ça devient moins 1 demi de x. Là, c'est au carré, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas prendre le troisième terme, on ne prend que ces deux termes-là. Donc voilà le développement qu'on a utilisé pour retrouver ces deux simplifications-là. Le K, c'est quelque chose qui tend vers 0. Quelque chose qui tend vers 0, en puissance, c'est encore plus petit. Donc, je vais utiliser cette distribution. Le 1 demi va descendre ici. Le moins devient un plus parce que là, j'ai comme si c'était moins x. Donc, voilà la simplification ou plutôt l'approximation que j'ai utilisée. D'accord? Donc, voilà ce que Madame, j'obtiens. Oui, oui, madame, comment ça, le moins, il devient plus? c'est pas il devient plus, c'est une approximation, c'est un développement en série. Quand on a x trop petit, regardez la dernière expression. Quand on a un Oui, x très petit et quand on fait un développement en série, voilà ce que j'obtiens. 1 plus alpha x plus alpha moins 1 sur 2 factoriel x au carré, ainsi de suite. Là, oui, j'ai pas 1 plus x, j'ai 1 moins x. Ça veut dire comme si j'ai 1 moins y. X égale à moins y. D'accord? d'accord. Donc, regardez l'expression qui est là, celle-là. Supposons que j'ai Oui, pas un plus, j'ai moins x, moins y. Donc, je vais oui, remplacer le x par un moins y. oui, Donc, là, si je mets le x moins y, qu'est-ce que ça devient ici? Ça devient moins alpha y. oui. Oui ou non? Ah, bon, attendez, je vais essayer d'écrire. Je vais chercher mon crayon ici. Donc, voilà le crayon. Ici, si je prends x égale un moins y. Et j'ai l'expression 1 moins y puissance alpha. Que Oui, devient cette expression? Elle devient 1 plus x puissance alpha. Oui ou non? oui, D'accord. Maintenant, je vais. Donc, 1 plus x puissance alpha, c'est cette expression qui est là, celle-là. oui, Bon, maintenant, je vais remplacer le x par moins y. Ça devient quoi? Ça devient 1 moins alpha y. Oui ou non? oui, Donc, ça veut dire 1 moins y puissance alpha, c'est 1 moins alpha y. Donc, c'est 1 moins 1 demi de y. Ici, oui, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 moins cette valeur puissance 1 demi. oui. Donc, tout ça, je vais l'appeler comme étant x. D'accord. Donc, si c'est un x, après, si je fais marche arrière, le moins va s'éliminer avec le moins. Oui, ça va devenir un plus. Oui, d'accord, ça va devenir un plus. C'est pour ça que ce moins qui était là. Donc, la première des choses, je fais descendre le 1 demi ici. Le 1 plus 1, ça me donne un 2. Le voilà le 2. Et le moins va devenir un plus. D'accord? Oui, Donc, c'est pour ça qu'il n'y a d'ac- pas de moins ici. Il y a un plus ici. d'accord. C'est bon? Et pour la même chose ici, j'ai 1 moins 1, c'est 0. Le moins va s'éliminer avec le moins de l'expression. Et le 1 demi va descendre et j'obtiens cette expression. C'est bon? D'accord, c'est bon. OK? On peut continuer. Donc, la vitesse du groupe, Oui, c'est la dérivée de la fonction de dispersion par rapport à la longueur d'onde. Donc, j'ai ces deux expressions-là. Si je dérive, j'obtiens ceci. Et bien sûr, faites attention, si je parle de la vitesse du groupe, c'est celle qui se rapproche de zéro. Donc, c'est celle-là. Je vais dériver celle-là, pas la même si je dérive la première, c'est la même chose. Mais surtout, c'est celle-là, c'est celle où le K va tendre vers zéro. Parce que la vitesse du groupe, c'est la vitesse au voisinage de la zone, ou plutôt au centre comment dirais-je ça, la zone de Briouane. Donc, on va voir ceci après. Mal, j'enverrai ceci après quand on va faire la représentation. On ne va pas se précipiter. Mais pour le moment, on a trouvé ces deux-là. La vitesse du groupe, c'est la dérivée de oméga par rapport à k. Donc, je retrouve la vitesse du groupe qui est égale à celle-là. D'accord? Troisièmement, on va faire représenter dans l'espace des vecteurs d'onde la relation de dispersion.
on a les cas limites. On vous demande de préciser les cas limites. Les cas limites, c'est quoi? K égale à 0. Si je prends K égale à 0, je remplace dans l'expression ici K égale à 0. Donc, ce terme va s'annuler et ce terme va s'annuler. Donc, oméga moins, c'est 0 et oméga plus va prendre un terme. Donc, voilà ce que j'obtiens. Donc, voilà les cas limites. Oméga plus, c'est racine de 2c sur mu. Bien sûr, le M1, M2, je l'ai remplacé par le mu. Et pour la deuxième limite, c'est K égale à plus ou moins pi sur 1. Plus ou moins pi sur 1, voilà ce que j'obtiens. D'accord? Donc là, j'ai juste remplacé. Je trouve ces deux termes-là. Si je fais ma représentation, voilà ce que j'obtiens. Ça, c'est pour oméga moins. C'est de la branche acoustique. Ça, c'est oméga plus, c'est pour la branche optique. Et bien sûr, moins pi sur A et pi sur A, c'est la limite de la zone de Brillouin. D'accord? Donc, et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la bande interdite. Donc là, ça, c'est la branche optique et ça, c'est la branche acoustique. D'accord? Donc ça, c'est la représentation des expressions qu'on a retrouvées précédemment avec la limite. À K égale à 0, c'est oméga moins qui va s'annuler ici et oméga plus va prendre ce terme-là. À la limite de la zone de Brillouin, moins pi sur A et pi sur A, voilà ce que j'obtiens. Ça, c'est pour oméga plus et ça, c'est pour oméga moins. D'accord? Donc là, c'est juste une représentation. Est-ce que là? OK? Maintenant, dans le cas, là, il faut vraiment faire attention ici. Dans le cas où M1 égale à M2, qu'est-ce qui va se passer? Si M1 égale à M2, qu'est-ce que j'obtiens? Oméga plus ou moins devient ceci. Essayez de voir les expressions. Ça veut dire oméga plus, c'est 1 plus cosinus de Ka sur 2. Et oméga moins, c'est 1 moins cosinus de Ka sur 2. D'accord? Donc, voilà le oméga plus. Et voilà le oméga moins. Bien sûr, 1 plus cosinus de Ka sur 2, c'est ça. Et oméga moins, c'est ça. Donc, vous voyez bien, ce sont des équations sinusoïdales. Oméga plus, c'est un cosinus et oméga moins, c'est un sinus. Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour une chaîne mono... Rappelez-vous un petit peu pour le premier exercice. Normalement, vous l'avez fait en cours avec M. Drey. Pour une chaîne atomique, voilà ce que j'obtiens. Le résultat, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que oméga moins prend la forme d'une chaîne monoatomique. D'accord? C'est une fonction périodique, mais la périodicité ici, c'est pas 2pi, plutôt c'est pas pi sur 1, mais 2pi sur 1. Pour une chaîne atomique, c'est Ka sur 2. Par contre, ici, c'est c'est celle-là, Ka sur 4. Ça veut dire, j'ai A sur 2. Donc, comme si j'ai un réseau de paramètres de maille A sur 2, c'est pas 1. Ça, c'est un paramètre de maille de 1. Par contre, celle-là, c'est un paramètre de maille A sur 2. Donc, si M1 égale à M2, on va avoir le même résultat d'une chaîne monoatomique, mais de paramètres de maille A sur 2. Donc, d'une périodicité 2pi sur 1. On va voir ceci par représentation. D'abord, oméga moins correspond au résultat d'une chaîne monoatomique de période A sur 2. Par contre, le oméga plus, c'est un cosinus, donc c'est un sinus en retard. Regardez la représentation. Voilà les deux bandes. Celle en rouge, la branche optique, et l'autre, c'est la branche acoustique. Si M1 égale à M2, regardez ce qui se passe. Donc, les deux courbes vont se rapprocher. C'est bon? Regardez la périodicité en bas plutôt. En bas, c'était entre moins pi sur 1 et plus pi sur 1. Je les rapproche, voilà ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Oméga plus correspond au résultat de la branche acoustique entre pi sur 1 et 2pi sur 1. Comme si ici, j'ai une prolongation. Comme si j'ai une branche comme ça. Regardez. Vous voyez? Je répète. Donc, je les ai rapprochés. Donc, le noir va joindre le rouge. Et en réalité, j'obtiens ceci. Et ce qui est en vert, ou plutôt en bleu, pardon, ça correspond à une couche monoatomique. Et au lieu que la périodicité soit entre moins pi sur 1 et plus pi sur 1, ça devient entre moins 2pi sur 1 et 2pi sur 1. Donc, au lieu d'avoir un paramètre de maille de 1, j'ai un paramètre de maille de A sur 2. Donc, si M1 égale à M2,
je vais retrouver le même résultat d'une chaîne atomique, mais la périodicité va changer, tout simplement. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je reprends ou là c'est clair? Tous les détails de calcul, vous les avez. Là, c'est juste pour un petit peu éclaircir les détails qu'on avait fait dans la solution. Plutôt que j'avais fait dans la solution. Très bien. Donc, je répète, regardez ce qui s'est passé. Voilà les deux. M1 égale à M2, les deux courbes vont se rapprocher. Le noir et le rouge va apparaître comme étant une seule courbe. Et là, voilà, celle qui est en bleu. Et celle-là, elle correspond à une chaîne monoatomique. D'accord? Ça, c'est pour l'exo 2 dans le cas où j'ai deux chaînes. Et faites attention, on peut vous dire, on ne va pas se limiter au premier proche voisin. On peut se limiter au deuxième proche voisin. Ça veut dire que là, au lieu d'avoir deux termes dans la fonction, là, dans la force, on aura quatre termes. Les deux premiers proches voisins, un en devant et l'autre en arrière, et le deuxième proche voisin toujours devant et derrière. Ça veut dire elle aura quatre termes. Et tout ce qui vient après, c'est la même procédure. D'accord? Maintenant, pour l'exo 3. À moins que vous avez des questions, sinon je continue. Pour les autres, ici, il n'y a pas que Samy. Il n'y a pas que Cassie qui est là. Et pour les autres, vous ne posez pas de questions. C'est clair pour vous? C'est comme vous voulez, d'accord? Donc, je continue. Bon, maintenant, pour ce qui est propriété thermique. Donc, on a deux approximations. On a l'approximation d'Einstein, on a l'approximation de Debye. L'exo 3, c'est l'approximation d'Einstein. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit dans cet exercice-là? On vous dit l'approximation d'Einstein conduit à considérer la fonction densité d'état des phonons comme étant une fonction partout nulle, sauf pour une valeur unique, epsilon 0, de la variable epsilon. Ce qui conduit à cette expression-là. Donc ça, c'est en cours, où delta, c'est la distribution de Dirac, et n, le nombre d'atomes. Le nombre d'atomes va vous donner le nombre de modes. On définit la température caractéristique d'Einstein comme étant ce rapport-là. On vous donne cette simplification. Première question qui se pose, écrire l'expression de l'énergie interne U et de la capacité calorifique. L'expression de l'énergie, elle est connue. C'est l'intégrale de 0 à l'infini de l'énergie fois la densité d'état. D'accord? Après, on a l'énergie, c'est H bar oméga, c'est l'énergie de Fermi, sur exponentielle de H bar oméga sur KBT moins 1. Je veux intégrer ceci, mais là, j'ai l'énergie, ou plutôt la température de Debye, ou l'énergie de Debye, d'Einstein, elle est en fonction de epsilon. Donc, je suis obligé de passer de oméga vers epsilon. Je sais que epsilon, c'est H bar oméga. Donc, D de epsilon, c'est H bar D de oméga. Donc, ce que je peux faire, c'est D de epsilon, D de oméga, c'est ça. Si je remplace le epsilon, j'obtiens D de oméga qui s'écrit de cette manière-là. D'accord? Parce que dans l'exercice, regardez, on vous a donné D de epsilon, D de oméga, la densité epsilon fois D de epsilon. Donc, je dois passer de epsilon vers oméga en donnant ces relations-là. Donc, voilà. D de epsilon, densité d'état de epsilon fois D de epsilon. Donc, j'écris en fonction de oméga ceci. Et je vais intégrer. L'intégrale de ceci va me permettre d'écrire la fonction de cette manière-là. La fonction, donc, delta de oméga moins oméga 0, ça apparaît. D de oméga, ça apparaît. Il me reste la fonction f oméga. La fonction f oméga, c'est tout ça. D'accord? H bar oméga 3n sur exponentielle de h bar oméga et tout ça. Donc, ça, dans l'exercice, on vous a donné la solution de cette fonction-là qui est f oméga 0. Donc, j'écris U égale à f oméga 0 et je remplace cette expression oméga égale à oméga 0 et voilà l'énergie interne du système. La capacité, c'est quoi? Donc, ça, c'est juste l'écriture de U. La capacité, c'est la dérivée de l'énergie par unité de temps, par unité de température, mais à volume constant. Donc, je vais dériver la fonction que j'avais obtenue avant. Donc, en dérivant, j'obtiens cette expression.
C'est une dérivée. La dérivée par rapport à la température, donc ça veut dire je vais dériver l'exponentielle. Donc il y a toute une procédure à faire ça. Donc voilà ce que j'obtiens pour CV. Θe, c'est epsilon 0 sur Kb. C'est défini dans la série. Donc si je remplace, voilà ce que j'obtiens comme capacité du système, à volume constant bien sûr. À haute température, qu'est-ce que j'ai? Parce qu'on vous demande d'étudier les limites. Les limites de CV, c'est par rapport à la température. Haute température et basse température. Haute température, ça veut dire j'ai KBT supérieur à epsilon 0. Ça veut dire que la température, elle est supérieure à la température d'Einstein. Si j'ai ceci, voilà le développement d'un exponentiel. Donc, exponentiel de 1 sur n, c'est 1 plus 1 sur 1. Toujours, c'est des développements, on est obligé de les utiliser ici. Donc, ça veut dire exponentielle de θ. Bien sûr, cette simplification, c'est pour un n très petit. Hein. Si j'ai un n très petit, donc voilà ce que j'obtiens. Donc, exponentielle de θe sur t, ça va être 1 plus θe sur t. D'accord? Donc, si je simplifie, ça veut dire que l'exponentielle de θ sur t égale à 1. Parce que la température, elle est très grande. Donc, si je divise ceci par rapport à la température très grande, ça va tendre vers 0. Si θe sur t tend vers 0, ça veut dire que cette exponentielle-là va tendre vers 1. Et l'exponentielle de θe sur t moins 1, ça sera 1 plus. Et j'obtiendrai exponentielle de ceci, c'est θe sur t. Donc ça, c'est les simplifications qu'on a. Si je remplace ceci dans l'expression de CV, voilà ce que j'obtiens. Après, le θe sur t, ça va s'éliminer avec celui-là. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la capacité calorifique déterminée par Dulong et Petit. Donc, à haute température, la capacité calorifique, c'est une constante. Et ça, c'était obtenu expérimentalement. Dulong et Petit, ils ont démontré expérimentalement que la capacité à haute température, elle est constante. Donc, le modèle d'Einstein décrit bien le comportement de la capacité calorifique à haute température. D'accord? Donc, après, je vais prendre le deuxième cas, à basse température. Basse température, ça veut dire KBT très inférieur à epsilon 0. Donc, j'aurai T très inférieur à exponentielle de TE. Donc, l'exponentielle du rapport est trop grande. Si l'exponentielle du rapport est trop grande, ça veut dire qu'il va être, plutôt, il va prendre la place de 1. Donc, exponentielle de moins 1, ça se rapproche de exponentielle de θ. Donc, comme si le 1, il n'a rien à voir avec l'exponentielle de θe sur t. Donc, donc voilà ce que j'obtiens. Donc, CV, elle varie exponentiellement. D'accord? Voilà la courbe. Donc, CV, c'est une constante à haute température et elle varie exponentiellement à basse température. Voilà ce que j'obtiens. Donc, voilà ce que a pu obtenir Einstein. D'accord? Mais expérimentalement, à basse température, la capacité ne varie pas en exponentielle. Elle varie en T puissance 3. Donc, le modèle d'Einstein, le modèle d'Einstein, il est efficace à haute température. Mais à basse température, ça ne donne pas vraiment de bons résultats. Donc, qu'est-ce qu'il a fait de Baal? Il a amélioré l'approximation d'Einstein. Et ça, c'est l'exo 4. Mais faites attention, dans l'exo 4, je vais travailler à une dimension. C'est une chaîne atomique. À 3 dimensions, c'est autre chose. D'accord? Je vous expliquerai ça à la fin. Donc maintenant, on avait dit, de Baal a essayé d'améliorer l'approximation d'Einstein. L'approximation d'Einstein, c'est une approximation qui est valable ou qui donne de bons résultats à haute température. De Baal, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, la première des choses, on vous demande de donner les principales approximations du modèle de De Baal. Donc, le modèle de De Baal, il étudie lui aussi le comportement de la capacité thermique des solides en fonction de la température. C'est la même chose qui m'a le modèle d'Einstein.
il considère que le milieu élastique est isotrope. Ça, c'est la première approximation de Debye. La deuxième approximation, il considère que les modes optiques ne sont pas considérés. Ça veut dire qu'il prend en considération que les modes acoustiques. Donc, la vitesse du son, elle est plutôt, oui, la vitesse du son, c'est le rapport entre, plutôt la fonction de dispersion, c'est une constante par rapport à la vitesse du son. D'accord? Epsilon D, c'est l'énergie de Debye, c'est l'énergie maximale qui correspond à l'énergie de Cooper. Donc voilà, en gros, l'approximation de Debye. Donc, premièrement, il considère que les milieux sont isotropes. Deuxièmement, il ne prend pas en considération le mode optique. Il prend que le mode acoustique. Donc, il considère que la vitesse du son, c'est une constante. D'accord? Et on écrit oméga, c'est VK. D'accord? Donc, voilà les approximations qu'on a. Donc, epsilon, donc ça veut dire là que je vais travailler à basse température. D'accord? À basse fréquence et à basse température. Ça va donner de bons résultats, surtout à basse fréquence. Epsilon D, quand on vous a dit qu'on représente epsilon D, c'est l'énergie de Debye, elle correspond à l'énergie de Cooper, tout simplement. Ça veut dire la limite du modèle de Debye. On vous demande d'exprimer A, cette constante-là, en fonction de N, epsilon D et KB. On a N, c'est le nombre de modes, je vous ai dit, qui correspond au nombre d'atomes dans la chaîne atomique. C'est l'intégrale de D oméga qui est la densité d'état entre 0 et la limite qui est oméga D. Au-delà de oméga D, le modèle n'est pas valable. Donc, N, donc je vais passer d'une pulsation oméga à une énergie epsilon. On a D de oméga égale à 1. Donc, si j'intègre, ça sera 1, l'intégrale de 0 epsilon D, D de epsilon. Donc, ça, c'est simple. Donc, je retrouve A, c'est N sur epsilon D. Maintenant, G epsilon D, c'est θ D KB. Donc, j'écris A égale N. Bon, ça, c'est pas A, c'est N. N sur θ D KB. Donc, voilà, j'ai écrit A en fonction du nombre de modes, de la température de Debye et de la constante KB. D'accord? Si on la veut en fonction de epsilon D, donc là, voilà. A, N sur epsilon D. D'accord? Donc, voilà la constante A qui est dans la densité d'état. Maintenant, on vous demande d'écrire l'énergie interne du système. L'énergie interne, c'est la même que dans le premier exercice. Ça veut dire l'exo sur le modèle d'approximation d'Einstein. De la même manière, mais là, j'ai D de oméga égale à D de epsilon égale à 1. Je remplace, j'obtiens ceci. Je vais prendre des simplifications. Je prends X, parce que là, dans l'exercice, regardez, à la fin, on vous a donné quelques intégrales connues. Pour aller à ces intégrales-là, je suis obligé de faire des approximations ou des changements de variables. Le premier changement de variable, c'est X égale à epsilon sur KBT. Donc, D de X et D de epsilon sur KBT, je remplace pour obtenir le X dx, qui est en fonction de ça. Donc, epsilon d epsilon, ça sera tout simplement KBT au carré X dx. Et l'expression devient comme ceci. Donc, ça c'est l'énergie. Je vais la laisser en intégrale parce que pour le moment, je ne peux rien faire parce que le X dépend de la température et je vais travailler à haute température ou à faible température. Maintenant, pour CV, CV c'est la dérivée de la fonction. Je dérive la fonction qui est à l'intérieur et je prends le θ, la température de Debye. Ça, c'est les deux expressions qu'on va obtenir, mais en fonction des intégrales. D'accord? Donc, je ne peux pas faire autrement parce que les intégrales sont connues à condition de savoir la limite de xt. D'accord? Donc, voilà les deux expressions demandées. Je vais faire la même chose à haute température. Ça veut dire T tend vers l'infini. Ça veut dire quoi T tend vers l'infini par rapport à X? J'ai X égale à epsilon sur KBT. Si T tend vers l'infini, donc X tend vers 0. D'accord? Et je vais utiliser l'approximation que j'avais faite avant. Exponentielle de X, c'est 1 plus X. Donc, exponentielle de X moins 1, c'est X. Donc, je vais remplacer ici X. Et l'intégrale va devenir très simple. X, ça c'est limite. L'intégrale entre 0 XD
de dx. Et voilà l'énergie que j'obtiens. Maintenant, pour CV, c'est la dérivée. Donc, la dérivée de ceci va vous donner ça. Bien sûr, ici, ça va s'éliminer. T au carré avec T, ça va s'éliminer. Et si je dérive par rapport à la température, j'obtiens ceci. Si je remplace, donc KBT, θ, donc ça s'élimine. Et je vais toujours retrouver l'équation ou la loi de Dulong et Petit à une dimension. À 3 dimensions, on avait trouvé 3n 4b. À une dimension, il n'y a pas de 3. Le 3, c'est pour la dimension. D'accord? Donc, CV à une dimension, il n'y a pas le facteur 3. C'est nkb. C'est ça, la loi de Dulong Petit à 1D. Donc, ça veut dire que le modèle de Debye, il est valable à haute température. C'est la même chose que le modèle de Einstein. À basse température, qu'est-ce que j'obtiens? À basse température, ça veut dire T tend vers 0. Donc, X tend vers l'infini. Si je remplace, voilà l'expression. Donc, je remplace le T, ceci va tendre vers l'infini. Donc, je vais écrire, au lieu d'écrire de 0 à θd sur T, ça va devenir une intégrale entre 0 et l'infini. Et ça, c'est une intégrale connue qui est donnée dans l'exercice. C'est 2 xi 2. Donc, ça donne un résultat de 2 pi carré sur 6. Ça, c'est des approximations. Ça, c'est des fonctions spéciales pour les intégrales. Et là, j'obtiens mon CV qui sera égal à n kbt. Il est en t puissance 1. Une chaîne atomique puissance 1. Si j'avais une chaîne à 3D, ça veut dire que je vais prendre les 3 directions, ça va devenir t puissance 3. Et là, je me rapproche de l'expérimental. Donc, le modèle de Debye, il est beaucoup... on rencontre un problème de connexion. Je ne sais pas quoi faire. Pour moi, la connexion, elle est bonne. Hein? Donc, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous arrivez à entendre? Vous m'entendez maintenant? Même si la connexion, on a perdu le son. D'accord. Et maintenant, vous m'entendez? C'est bon, maintenant c'est revenu. D'accord, ok. Parce qu'il y a un problème de connexion. Une fois elle est forte, une fois elle est faible. Hein. Bon. D'accord. Est-ce que je répète la question 4? Ah, je répète. Madame, on a perdu le son juste après le 2 pi carré sur 6. D'accord. Ok. Donc, est-ce que c'est clair pour le θd sur t tend vers l'infini, puisque x tend vers l'infini? Donc, au lieu de travailler avec une intégrale limitée, ça va être une intégrale qui va tendre de 0 à l'infini. Ça, c'est une fonction spéciale qui est donnée dans votre exercice. Donc, la solution de cette intégrale-là, c'est normalement 2 factoriels xi de 2. Le 2 factoriel, c'est 2. Et le xi de 2, c'est pi carré sur 6. Donc, c'est un résultat qui est donné et c'est pas la peine de faire l'intégrale. Donc, si je remplace dans l'expression de CV, donc voilà ce que j'obtiens. Le KB au carré va s'éliminer avec un seul KB et je vais avoir un CV ou une capacité en fonction de T. Et ça, c'est la loi, ça a été aussi trouvé expérimentalement pour une chaîne atomique. Si je travaille à 3 dimensions, au lieu d'avoir un T, j'aurai un T puissance 3. Ça, c'est un exercice que je pense que vous allez le trouver dans le polycope de M. Dreher. Au lieu, pour une chaîne plutôt à 3 dimensions. À 3 dimensions, je ne vais pas trouver T. Je vais trouver T3. Donc, le modèle de Debye décrit bien ce qui a été trouvé expérimentalement. Je répète. Expérimentalement, on a trouvé qu'à basse température, on a la capacité calorifique varie en T3, pas en exponentielle. Par contre, à haute température, elle est constante. C'est la loi de Dulong et Petit. Donc, le modèle d'Einstein, il décrit bien le comportement de la capacité calorifique du solide à haute température, mais pas à basse température. Debye a amélioré le modèle d'Einstein et il a trouvé vraiment le comportement expérimental. Donc, cet exercice est pour une chaîne atomique, mais si on résout ceci pour à 3D, on va retrouver à T3. Si vous n'avez pas compris l'exercice à 3D, on peut le faire, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà les intégrales qu'on avait données dans l'exercice. Donc, celui qu'on avait,
c'était l'intégrale, le voilà. Pardon, oui, 1. Celui-là. x1 moins 1 exponentielle de x moins 1 au carré de x égale à 1 xi 1. 1 factoriel xi 1. C'est le point d'interrogation, Mahmoud. Donc, c'est un xi 1. D'accord. Je ne sais pas, je pense, la série, il n'y a pas le moins. Vous le rectifiez parce que la vraie expression, c'est celle-là, xm moins 1. D'accord? Donc, faites attention. Donc, voilà ce qu'il y a dans les exercices. C'est des exercices qui sont simples. La seule difficulté dans ces exercices-là, c'est le développement. Il faut savoir développer, il faut savoir faire le changement de variable. D'accord? D'après les données de l'exercice. Donc, voilà les 3 exercices qu'il y a, plutôt les 4 exercices. Le premier, je vous ai dit que c'est par rapport à une chaîne monoatomique. Elle est simple à résoudre, d'accord? Si vous avez des questions, il faut les poser maintenant.